Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Aujourd'hui, nous allons parler de poils. On va s'intéresser à la barbe, au duvet, aux cheveux, tantôt voilés ou exhibés, objet de désir ou de honte, signe de virilité plus souvent que de féminité. Le sujet est vaste et très politique et spirituel parce que dans toutes les sociétés humaines, le poil a été codifié et ritualisé. Alors pourquoi les religions s'attardent-elles tellement sur les poils? Et aujourd'hui, est-ce que notre rapport avec notre pilosité dit quelque chose de l'époque? Regardez ce reportage de Bernard Novet, on en parle juste après. Le sang qui coule. Se raser la tête pour les moines et les nonnes, c'est une pratique. Mais c'est bien, j'ai l'impression que ta peau c'est bien faite maintenant. Hein. Et c'est la pratique de couper, de renoncer, si vous voulez, à l'attachement au désir. Mon Pidocco, elle fait pas mal parce qu'elle presse assez. Alors, voilà. On rase, puis ça repousse, les désirs repoussent et on rase encore une fois. C'est une pratique. La pratique du non-attachement à ses désirs. Dans le sikhisme, quand on est né avec les cheveux. Au niveau être humain, il a reçu un cadeau comme les yeux, comme les oreilles. Et puis tout ça, en fait, donne un être humain complet. Ses premières disciplines à respecter, c'est les cheveux. Je pense qu'aujourd'hui, que ça m'apporte beaucoup au niveau spirituel. C'est ça, en fait, pour moi, c'est une jolie forme de spiritualité. La perruque, c'est un signe, c'est comme une barrière psychologique pour dire à la société, à l'entourage, cette femme est mariée, elle n'est plus disponible. C'est pour préserver la vie des couples, renforcer la vie de la famille. J'étais comme beaucoup de jeunes de mon époque, je cherchais quelque chose. Et puis j'ai trouvé mes réponses dans le bouddhisme zen. Et puis un jour j'ai eu envie, c'est une aspiration aussi, une aspiration profonde, de couper les attachements, d'être libre. Libre de soi, libre des autres, libre, esprit libre, tranquille, paisible. Et tout à fait naturellement, voilà, j'ai pratiqué et je me suis rasé la tête. Et certainement, à l'époque, j'étais très jeune, donc j'avais aussi envie de couper avec une certaine image. Mais ça se transforme, ça reste pas... ça passe vite, ça. Le temple zen de Kosetsuji est situé dans le canton de Neuchâtel, à l'entrée de la vallée de la Brévine. Depuis 2009, l'abbesse Jiko Simone Wolf y enseigne la voie du Bouddha. En ces temps de pandémie, seules quelques nonnes peuvent résider au monastère et suivre la pratique millénaire. Cette pratique, on va l'incarner, elle va se manifester dans tous les gestes de notre vie quotidienne. Et nous avons des rituels, des cérémonies. Et pour ceux qui tout à coup ont cette aspiration de devenir moine, alors on incarne cette pratique par le rituel de se raser la tête. Et on se rase la tête tous les 4 et 9 dans un monastère. Ce qu'on appelle les jours de Hosan. Hosan, c'est le moment où les moines et nonnes s'occupent de laver leur linge, de leurs affaires, de se raser la tête. C'est réellement une répétition. Tout est répétition. C'est sans fin. On dit la voix n'a ni début ni fin. Tous les jours est un nouveau jour. Tous les jours est un bon jour. Tous les jours on pratique. Et puis, dans notre pratique, il y a la pratique de se raser la tête. Pour ceux qui veulent, bien entendu. Il n'y a aucune obligation.
Il y a des femmes qui couvrent leur tête avec une foulard, avec un chapeau. C'était mon cas avant. Quand j'habitais en Israël, c'était plutôt foulard, chapeau. Le judaïsme a cette faculté de s'adapter à l'environnement. Par exemple, ma mère, elle habitait au Maroc, c'était plutôt foulard. J'ai grandi dans une maison que ma mère a mis la foulard tout le temps. Moi, je vis en Europe, je m'adapte à la société et je préfère de mettre une perruque. Yafa Dayan vit depuis plusieurs années à Genève avec son mari, le grand rabbin de la communauté israélite. Elle possède 2 perruques. La première est plus jolie et bouclée pour les jours de fête, et l'autre est plus légère et confortable. Pour elle, le choix de se couvrir les cheveux après son mariage s'est imposé assez naturellement. Moi, j'ai grandi dans ce milieu, c'était clair pour moi que je vais couvrir ma tête. Mais quand même, j'ai beaucoup étudié ce thème parce que quand on fait les choses et on comprend, et il y a une idée très profonde dans cette histoire de couvrir la tête. La tête, c'est le centre de la pensée. C'est le centre qui nous fait les liens entre nous et notre Créateur. C'est l'idée que, j'oublie pas, il y a quelqu'un en dessous de moi. Il y a un Créateur de ce monde. Dans l'album des souvenirs, Yafa Dayan revoit ce temps de bonheur à Jérusalem où elle choisit d'unir son destin à celui de son futur mari. Le jour de mon mariage, j'étais avec mes cheveux naturels. J'ai profité les dernières soirées avec mes cheveux naturels. Et le lendemain, c'était clair pour moi, je vais couvrir ma tête. Je pense qu'il y a des femmes que ça peut être difficile, mais après qu'on voit qu'est-ce que ça apporte dans la vie de couple, quel bonheur, quelle sérénité, quel respect ça crée entre la femme et l'homme, ça devient quelque chose que c'est ma couronne. C'est ma couronne dans la tête. Et si tout ça m'apporte le bonheur à moi, à ma famille, à mes enfants, qu'est-ce que j'ai besoin plus que ça? Hôtel Bristol à Villars-sur-Olon. Arrivé en Suisse en 1992, aujourd'hui président du Temple Sikh de Genève, où il gère aussi un second restaurant indien, Jaspal Singh est avec son collègue pour préparer sa journée de travail. Dans le sikhisme, le soin des cheveux et de la barbe sont essentiels. Ce matin, Malkit Singh va porter sa barbe attachée à cause de son travail en cuisine. Did you already cut your hair? Est-ce que vous avez déjà coupé vos cheveux? Non, j'ai jamais touché. J'ai pas coupé. Mal habillé. Quasiment, en fait, dans le monde entier, toutes les religions, ici au niveau de l'Europe, 3 religions en Europe, judaïsme, christianisme ou musulman, les 3, en fait, les messagers de Dieu qui sont venus dans ce monde-là, ils n'avaient jamais touché les cheveux. Ils avaient toujours les longs cheveux. Des longs cheveux et sans aucun doute un turban aussi. Les Sikhs ont gardé la pratique. Les cheveux protégés par cette étoffe de presque 8 mètres de long, consciencieusement enroulée autour de la tête, ils y trouvent protection, fraîcheur ou chaleur selon les saisons, et surtout une énergie spirituelle, comme un renouveau qui vous saisit tout entier. Par exemple, on a travaillé toute la journée, et puis j'entre le soir. Je sens la fatigue au niveau bras, au niveau dos, au niveau cerveau aussi. Puis à un moment donné, j'enlève mon turban, et puis je recoiffe mes cheveux. Après le coiffage, quand je mets mon turban, on dirait que je suis nouveau, frais, comme le jour où je me suis levé matin. La même chose qu'en fait, j'ai la même énergie que ce que j'avais ce matin, en fait. Il y a poulet tandoori, OK. L'énergie dans ses cheveux, comme d'ailleurs dans toute sa pilosité. Tout ce que la nature, elle fait, elle vous donne, en fait, quand vous avez besoin. Et puis, quand vous êtes enfant,
vous n'avez pas cette barbe. Petit à petit, quand vous venez jeune, vous avez des responsabilités qui viennent. En ce moment-là, vous avez une barbe qui commence à pousser. Après, la barbe belle, en disant quand vous êtes en force et puis tout ça, l'intérieur de vous-même, le moustache qui est levé, et puis en disant que je suis beau, et puis comme ça. En fait, les signes qui viennent de la vie, une vie, en fait, de naissance jusqu'à la vieillesse. Il suffit alors, simplement, de se regarder dans un miroir. En fait, le miroir, il explique à un homme, matin quand il va, comment t'es aujourd'hui. Mais le spirituel, l'autre côté, il explique qu'est-ce que t'es. Bon appétit, merci. Vous avez une barbe longue, tu devrais être sage. Maintenant, ton barbe, il commence à venir blanc. Tiens, aujourd'hui, tes pères. Tiens, aujourd'hui, tes grands-pères. Barbe blanche, cheveux blancs, le visage porte la marque du temps qui passe, que l'on soit homme ou femme. Dans le sikhisme, les deux sexes sont égaux. Dans la conception juive, le port de la perruque dévoile une autre vision. On ne parle plus ici d'égalité, mais de complémentarité, l'homme portant la kippa ou le chapeau. Il n'est pas question d'étouffer la beauté de la femme. C'est de canaliser cette beauté dans le but de développer la vie de couple, de garder cet amour entre le mari et la femme, avoir ce respect entre le mari et la femme. C'est des notions qui sont très importantes dans le judaïsme. La vie de couple, la vie de famille. L'engagement, c'est toujours de soi-même à soi-même. C'est tout à fait librement qu'on entre dans une pratique. Et c'est tout à fait librement qu'on en sort. Chacun décide pour sa vie. Quelle est la chose la plus importante pour ma vie? Et pour moi, j'ai décidé. Bonjour Christian Bromberger. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes anthropologue, professeur émérite à l'université Aix-Marseille et vous êtes aussi, entre autres, un grand spécialiste du poil. Alors expliquez-nous, après qu'on ait vu ce reportage, pourquoi, au fond, les religions se préoccupent tant des poils et des cheveux. Écoutez, à mon sens, pour deux raisons. D'abord parce que le poil est une excroissance corporelle sur laquelle que l'on peut modifier sans trop de risques. Et donc, ce qui donne au poil, c'est un petit peu la seule chose, avec les ongles, si vous voulez, que l'on puisse modifier sans trop de risques. Si vous vous coupez un doigt, mon Dieu, le doigt est coupé. Si vous vous rasez la tête, ça repousse quand même. Vous pouvez re-raser si vous voulez. Donc ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que véritablement, le poil est un moyen de marquer sa différence, son appartenance, de se distinguer des autres. Et donc, il y a des tas d'exemples à travers l'histoire qui nous montrent que l'on se définit entre soi et puis vis-à-vis des autres par le poil et par l'apparence pileuse. Bonjour Yuri Volokhin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève en histoire des religions. Alors on l'a vu dans le reportage, il y a beaucoup de rituels qui sont liés à la pilosité, aux cheveux. On a vu l'abbesse zen qui se rase la tête comme un rituel, le sikh qui coiffe, au fond, qui se soigne la barbe et les cheveux comme un rituel. Quelle est la fonction de ces rituels-là dans les religions, Yuri Volokhin ? Alors, ces fonctions sont plurielles, autant qu'il peut y avoir de pratiques et de techniques qu'on va associer aux soins du corps. Et effectivement, comme on vient de le voir, ça peut être soit on se laisse pousser les cheveux, soit on se les rase, soit on ne fait rien du tout. Mais disons que le cheveu, le poil, fait partie, comme vient de le dire M. Bromberger, des zones du corps sur lesquelles on peut intervenir sans trop de dommages. Cela dit, les religions savent aussi intervenir, si elles le veulent, sur des parties du corps qui, elles, ne repoussent pas forcément. Mais ces rituels-là, est-ce qu'ils incarnent dans une certaine mesure la croyance ? Disons que c'est une façon de prendre possession, pouvoir sur le corps de l'individu. C'est une manière de le marquer, de quelque chose qui affiche d'une façon ou d'une autre un choix ou du moins une pratique.
Et si on les transgresse, Christian Bromberger, ces rituels-là, qu'est-ce qui se passe en règle générale? Alors, écoutez, on peut les transgresser, et ça n'est pas forcément d'ailleurs un signe de non-foi, de non-croyance, mais au contraire une volonté de croire sur un mode différent. Alors, vous avez par exemple l'ermite dans le monde chrétien. Lui, il va s'opposer à l'ordre du monastère, il va vivre dans les déserts ou dans les forêts, il va être hirsute, barbu, alors que dans le monastère, on est rasé, les joues sont rasées, et puis il y a aussi la couronne de Saint-Pierre. Et donc, là, vous avez dans le bouddhisme, nous voyions tout à l'heure des femmes qui se rasaient la tête. Oui, en effet, c'est le cas dans le bouddhisme, mais il y a une autre forme de bouddhisme, c'est le tantrisme. Dans le tantrisme, au contraire, on se laisse pousser les cheveux, on consomme de l'alcool, bref, un comportement qui suppose une relation directe avec le divin, qui n'a pas besoin de l'ordre qui est imposé par le monastère ou par la discipline pileuse. Mais est-ce que, et ça c'est une question pour vous deux, mais est-ce qu'on peut dire en matière de poils que quand on parle d'hommes, finalement les poils sont les cheveux sont plus exhibés, et quand on parle de femmes, il y a quelque chose de l'ordre de la soumission, du cachet, Yuri Volokhin? Bon, ça dépend des cas, hein. C'est-à-dire que, évidemment, la barbe affiche clairement quelque chose, généralement de l'ordre de la virilité sur le visage. Disons qu'il y a des modalités différentes de traitement de la pilosité chez les hommes et chez les femmes. Donc, il y a des répartitions un peu différentes de cette question-là. Mais les deux peuvent être considérés d'une façon ou d'une autre liés à quelque chose peut-être sur un lien avec le désir, l'érotisme, c'est possible. Pas forcément non plus. Ça peut être la force, la puissance du côté de la barbe, pas forcément érotique. Ou alors la sauvagerie, qui, elle, n'est pas forcément non plus de cet ordre-là. On va revenir sur le désir et sur le rapport à la sauvagerie, l'animalité, mais est-ce que, Christian Bromberger, est-ce que la virilité s'affiche et la féminité est plus soumise en matière de poils? Oui, en général, si vous voulez, la tête est couverte chez les femmes. On le voyait à travers l'exemple de la femme du rabbin qui nous était présentée dans le reportage. Et d'autre part, on voit aussi comment les religieuses, par exemple Sainte Thérèse de Lisieux, quand elle se fait couper sa superbe chevelure blonde par sa sœur, elle verse une larme, et évidemment les religieuses se couvrent la tête aussi et couvrent ce symbole de séduction. Ne parlons pas du voile dans les pays islamiques, où là véritablement, si vous voulez, on voit à quel point la chevelure, c'est l'emblème de la séduction par excellence, dans les traditions que nous connaissons dans le monde euro-méditerranéen. Et puis, à côté de cela, évidemment, il y a aussi l'expression du pouvoir chez les hommes à travers les poils qui se montrent. Contrairement, il y a une chevelure qui est cachée chez la femme et des poils qui s'exhibent chez l'homme et qui sont la marque d'une supériorité, d'une virilité particulière. Alors vous voyez comment les choses évoluent aussi. Elles sont jamais pareilles, mais est-ce qu'on peut dire, et c'est aussi une question pour vous, Yuri Volokhin, est-ce qu'on peut dire qu'en matière de désir, le poil est un marqueur érotique ? Ah, ça peut fonctionner de cette façon-là, hein. Ça a été vu de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir de séduction féminin dans la chevelure, quand elle est très belle, quand elle est apprêtée, et le fait de s'en dépouiller est assez largement et souvent considéré comme une marque de désérotisation. Mais ça peut être le cas chez l'homme aussi, hein, qui peut aussi prendre beaucoup de soin à sa chevelure, hein. C'est-à-dire que ça dépend, c'est des marqueurs un peu différents. Je vous vois réagir. Oui, parce que, si vous voulez, ce qui est frappant quand on voit l'époque contemporaine, l'époque d'aujourd'hui, c'est au contraire à quel point le poil est au contraire quelque chose de répulsif. Le poil corporel, par exemple. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle ces hommes qui portaient une lame de rasoir au bout de leur collier. C'était une preuve de virilité. Aujourd'hui, ça apparaîtrait complètement ridicule et complètement hors du temps. Le temps aujourd'hui est au contraire à l'épilation, à la domestication du poil, y compris d'ailleurs chez les hommes, et pas seulement chez les femmes, puisqu'on a été dans un schéma en général dans les sociétés euro-méditerranéennes où il y avait un lys féminin qui s'opposait au dru masculin.
Bon, et ce schéma, à vrai dire, est en train d'évoluer. Le dru masculin n'a plus tellement la cote. Et donc, tout ce que, par exemple, l'histoire nous révélait et dans l'Antiquité, à travers le culte de la barbe, et la barbe encore du côté de la barbe et la toute-puissance, eh bien, cela est en train de reculer. Et d'ailleurs, c'est frappant quand on examine les barbes aujourd'hui des hommes. Ce ne sont plus ces barbes, si vous voulez, qui s'affichent, mais des barbes qui sont celles de start-upers, taillées, ointes, taillée à la tondeuse, n'est-ce pas, pour être régulière. C'est pas du tout la barbe hirsute du révolutionnaire ou la barbe qui marquait la masculinité. Alors, je suis obligée de vous couper, Christian Bromberger, parce que je vais montrer votre livre, Yuri Volokhin, Barbe et barbu, leur symbolique. Est-ce que pour vous, au fond, il y a quelque chose presque de l'ordre du politique dans ces poils-là, et peut-être dans la barbe, mais aussi dans les cheveux? Parce que, on l'a dit, il y a une différenciation entre les sexes, mais aussi une hiérarchie sociale, une distinction entre l'homme et la nature. C'est politique, le poil est politique. Tout est politique. La politique peut s'emparer du poil. Et si certains politiciens portent un certain type de moustache, après, plus personne pourra porter ce type de moustache-là. Il sera immanquablement assimilé aux idées du politicien en question. Disons que le livre que vous avez montré, c'était une enquête collective que j'ai fait avec mon collègue Bruce Fudge, qui est islamologue de l'Université de Genève. On a travaillé sur le Proche-Orient en général, mais depuis de l'Antiquité la plus reculée jusqu'à l'État islamique, pour montrer toutes les variantes possibles qu'il y a eu dans une large région du monde sur presque 5 millénaires d'usage du poil et de la barbe. Alors ce qui était intéressant, et je finis, je ne veux pas être trop long là-dessus, mais en Égypte ancienne, on peut suivre l'évolution sur plus de 3000 ans de la barbe, eh bien on porte des postiches, c'est-à-dire le roi, qui à l'image des dieux, impose un port de barbe, mais pour lui, et à l'image des divinités, où en fait la barbe, elle est tressée, et c'est une barbe postiche. On porte une fausse barbe tressée. Donc on a à la fois l'impératif du rasage, pour une raison de pureté rituelle, puisqu'on considère que le poil tombé, c'est quelque chose de l'ordre de la saleté, et on cherche tout le temps une pureté, et le poil devient impur, et le cheveu aussi, lorsqu'il est coupé, tranché, qu'il est par terre. Personne n'aime toujours avoir un cheveu dans la soupe, c'est bien connu. Et en l'occurrence, la barbe, elle est postiche et tressée. Et j'ai un peu interprété tout ce dossier-là comme un contrôle de la barbe. C'est les barbes contrôlées en Égypte, c'est-à-dire que c'est des barbes tressées, des barbes ointes, des barbes soignées, des barbes polissées, et à l'opposé, il y a un discours sur les barbes hirsutes, sauvages, qu'on n'apprécie pas trop. Christian Bromberger, toute révolution a son expression pileuse. Oui. Ça, c'est une expression, une phrase de vous que j'ai trouvée dans votre livre, Le sens du poil, une anthropologie de la pilosité, qui fait référence en la matière. Alors, le poil est politique? Le poil est politique. Alors, par exemple, les leaders révolutionnaires, on le voit bien à travers le castrisme ou à travers un héros que j'ai étudié particulièrement dans le nord de l'Iran, un héros révolutionnaire avec une barbe qui n'était pas coupée, pas taillée, dans la mesure où il y avait un serment qui était porté sur cette barbe. Et puis alors vous voyez aussi, on parlait du poil de la barbe, mais il y a aussi la moustache. Alors quand vous prenez la Turquie par exemple, vous avez soit des moustaches staliniennes, dit-on, qui sont celles des leaders de gauche, kurdes, etc. Soit vous avez la moustache qui tombante, qui est celle de ceux qui réclament une origine centra-asiatique et donc qui sont des nationalismes purs et durs, ou bien vous avez la barbe sonnati, c'est-à-dire la barbe traditionnelle des pieux, et par ailleurs une moustache qui est toujours taillée pour que elle ne retombe pas sur la lèvre supérieure. Parce que si elle retombe sur la lèvre supérieure, à ce moment-là, les aliments que vous ingérez risquent d'être pollués par cette moustache tombante, dans la mesure où cette moustache tombante a pu accrocher soit de la morve, soit je ne sais quel immondice qui traînait dans l'atmosphère. Donc, véritablement, il y a un sens politique à la pilosité. Et puis, il y a un sens évidemment aussi religieux. Je vous disais que, par exemple, les
les musulmans traditionnels font en sorte que leur moustache ne déborde pas sur la lèvre supérieure. À l'inverse, les aléars, ceux qui sont... Donc c'est un groupe religieux, si vous voulez, un courant religieux qui se trouve dans l'ouest de l'Iran et dans l'est de l'Irak. Les aléars ont au contraire une moustache tombante et qui va jusqu'à la lèvre supérieure, contrairement donc au dogme qui est affiché par l'islam, bref, et qui se singularise par ce trait pileux. Mais c'est-à-dire, et ça c'est une question pour vous deux, je vais commencer par vous, Yuri Volokhin, ça veut dire que ce qui était vrai hier n'est peut-être plus vrai actuellement, les choses changent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire de notre rapport au poil? Vous parliez, Christian Bromberger, de la dictature du lisse. Yuri Volokhin, le rapport au poil aujourd'hui est plus relax, détendu? Ça dépend où, ça dépend pour qui et ça dépend dans quel cadre. Je crois qu'on peut tout faire avec les poils. Hein. Dès qu'on décide d'en faire de le contrôler, d'en faire un objet d'un discours politique ou religieux, on peut contraindre par là les choses. Mais bon, maintenant tout se voit un peu et disons qu'avec le poil, on touche aussi la question du corps, de la peau, de l'apparence. On n'est pas loin de plein de questions qui sont sur les marques cutanées, voire même le tatouage, où à l'heure actuelle, on peut faire ce qu'on veut, alors que généralement... Donc pour vous, le poil et le tatouage peuvent être assimilés l'un à l'autre comme moyen d'expression? Ce sont des moyens d'expression, c'est des choses qui révèlent quelque chose d'identitaire à l'heure actuelle, mais qui avant souvent relevaient de traitements culturels très précis, étaient des marqueurs très précis de certaines choses. Christian Bromberger, mais d'abord, il faut que j'aimerais juste dire une chose, c'est que vous êtes aussi spécialiste de foot, et je sais qu'aujourd'hui, je viens de dire ça, qu'aujourd'hui, la coupe mulet, les cheveux longs des footballeurs revient à la mode. Est-ce qu'on peut dire que ces modes, les poils, aujourd'hui, cette dictature du lisse dont vous parliez, qui est peut-être plus tout à fait vrai en 2021, est-ce que c'est un signe, ça dit quelque chose de l'époque? Alors écoutez, deux choses, si vous me permettez. Je vous couperai si on arrive à la fin de l'émission. D'une part, je crois qu'il y a une tendance générale aujourd'hui qui est à la désanimalisation, à l'hygiénisme, donc avec le refus, si vous voulez, le poil, ça connote quand même des choses sales, très souvent. Et évidemment, l'évolution, la sinutration, l'évolution des poils sous les aisselles, par exemple, tel que ça existait jusqu'au début du XXe siècle, et qui aujourd'hui est revenu, mais dans quelques milieux, bien sûr, à la mode, chez les féministes notamment, Julia Roberts, etc., en disant « mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, à quoi nous condamne-t-on ?» etc. Mais il est bien évident que si vous prenez, par exemple, un peintre à la fin du XIXe siècle, il disait « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Il y a plus ce point qui voyait des actrices qui s'étaient épilées. Bien sûr. Et je dois vous couper parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Et votre deuxième... Alors, la deuxième remarque, c'est qu'en effet, les footballeurs sont des prescripteurs en matière de pilosité et de coiffure. Et c'est tout à fait étonnant de voir à quel point il y a eu des modèles très différents qui se sont succédés. D'une part, bien dégagés sur les oreilles dans les années 60. Et puis, après, les cheveux longs sur la nuque. Et ça, c'était les années 70. Et ça revient. Et ça revient, la coupe mulet qui revient aussi. Et donc, c'est vrai qu'en même temps, il y a quelque chose que nous disent les poils des modes des générations successives. Merci à vous deux. Il nous faut conclure. Quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez évidemment le faire sur nos réseaux sociaux, mais aussi à l'adresse fautpascroire@rts.ch.